Bienvenue dans l'histoire surprenante de la créatrice de Barbie. Ruth Mosko naît le 4 novembre 1916 à Denver dans le Colorado et elle est la plus jeune d'une famille de 10 enfants d'immigrants juifs polonais. Son père étant forgeron et sa mère ayant une santé fragile, ce qui n'est pas étonnant quand on a eu 10 enfants, elle est élevée par l'une de ses grandes sœurs. À l'âge de 16 ans, alors qu'elle décide d'aller s'amuser à une soirée dansante, elle rencontre Elliot Handler et là, c'est le coup de foudre pour tous les deux. I looked at that guy and wow, that was it. Same thing with me. Il devient son petit ami et se marieront quelques années plus tard en 1938. 1938, c'est également l'année où ils décident tous les deux d'emménager à Los Angeles, puisque Ruth y a trouvé un job de secrétaire chez Paramount. Ils font leur petite vie et ont 2 enfants, Barbara et Kenneth. S'il y a une chose à savoir sur Ruth, c'est qu'elle adore ses enfants, elle les aime plus que tout, mais être femme au foyer, eh bien c'est pas son truc. I don't know what was driving me, but I needed to prove myself from the day I was born. I loved my children, but I wasn't suited to taking care of a home. Donc elle maintient son job de secrétaire pendant qu'Elliot, lui, de son côté, mène des études en design industriel tout en travaillant dans une entreprise d'éclairage. Comme il n'a pas tant de commandes que ça, il décide de s'essayer à un passe-temps qui est la construction de meubles. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va fabriquer des meubles à partir de 2 nouveaux types de plastique, donc le plexiglas et la lucite. Ruth le voit faire ses petits meubles, elle le voit travailler dans le garage, et elle a du flair. Elle se dit que tout ça, ça pourrait être vendu et ça pourrait être commercialisé. Donc ils se mettent d'accord et créent l'entreprise Elliot Handler Plastique. Elliot étant chargé de créer les différents meubles et les différents objets, et Ruth ayant pour mission de vendre tout ça. C'est vraiment l'histoire typique à l'américaine dans le sens où les débuts de l'entreprise, c'est dans le garage de la maison où il y a entreposé tous les objets que Ruth va présenter dans les différentes boutiques de décoration de la ville. Elliot y fabrique des pieds d'ampoule, des cadres, des ciseaux, des coques de réveil, de la vaisselle, des miroirs, des figurines assez diverses, il a vraiment pas de limite en termes de créativité et on peut dire qu'il se fait plaisir. Ce qui est génial, c'est que les deux se complètent très bien et que Ruth a un talent de vendeuse, donc l'entreprise se développe assez rapidement, ils se construisent une clientèle solide et forcément quand une entreprise a du succès, eh bien ça attire les investisseurs locaux. C'est en 1941, donc peu de temps après leur arrivée à Los Angeles, quelques années plus tard, que grâce à 4 investissements d'hommes d'affaires, ils vont pouvoir sortir du garage et investir dans de véritables locaux. À la fin de la guerre, c'est une entreprise qui emploie plus de 300 personnes et qui fait un chiffre d'affaires de 2 millions de dollars. On peut dire que c'est une affaire qui tourne et que pour un premier essai, c'est plutôt réussi. Comme c'est assez malheureusement régulièrement le cas dans des histoires d'affaires, d'entreprises, de business et surtout d'argent, eh bien il y a des divergences entre les différents actionnaires et Ruth va tout simplement motiver Elliot à vendre ses parts et à passer à autre chose pour qu'ils puissent développer leur propre activité ou en tout cas faire d'une autre façon. Donc Elliot accepte, il vend ses parts et il décide de créer une nouvelle entreprise et il s'associe à un ami à lui du nom d'Harold Matson et c'est ainsi que va naître l'entreprise Mattel, puisque Matt de Matson et elle de Elliot. Et quand dans une interview, on a demandé à Elliot pourquoi le nom de Ruth n'était pas dans le nom de l'entreprise alors qu'elle était très active dans ce processus de création, il répondra tout simplement qu'il n'y avait pas la place pour son nom et que Ruthel, c'était pas terrible et que Mattel, c'était bien mieux. Voilà. C'est donc en 1945 que Mattel voit le jour et au début l'entreprise s'appelle Mattel Création. Dans cette entreprise, ce qu'ils créent et ce qu'ils vendent, ce sont des cadres en plastique et en bois. Et il faut dire que la société démarre assez modestement par rapport à la précédente. Matt, pour des raisons de santé, décide de vendre ses parts et de sortir de la société très rapidement, ce qui fait que Ruth va prendre sa place et va saisir cette opportunité pour remplir le rôle qui lui est dédié et après tout qu'elle mérite vu tout le travail qu'elle investit et toute l'énergie qu'elle met dans cette activité. Donc elle est en charge des ventes, elle est passionnée par ce qu'elle fait et très rapidement elle se rend compte qu'il y a un business qui est hyper intéressant mais pas encore exploité et que eux pourraient mettre en place, celui de la création des maisons de poupées. On est un peu dans cette période d'après-guerre où Rosie la rifteuse est une icône du rêve américain et elle représente la puissance féminine, la puissance de toutes ces femmes qui se sont données pour leur patrie pendant la guerre, pendant que les hommes étaient sur le front, elles qui ont maintenu les entreprises, qui ont travaillé, etc. Tous les parents qui se sont privés, qui ont privé leurs enfants de biens et de choses sont dans cette phase où ils ont envie de faire plaisir à leurs gamins, ils ont envie de les régaler, donc le marché du jouet explose. Et c'est là que Ruth, avec son œil, son flair d'entrepreneur, va suggérer l'idée de créer des maisons de poupées à partir des chutes de bois et de plastique, des cadres qui sont réalisés par l'entreprise. Et ça, c'est une excellente idée qui va propulser la société Mattel Création sur un nouveau marché très prometteur et surtout très rentable. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, le marché du jouet n'est pas
pas encore développé et la plupart des entreprises qui en vendent utilisent du plastique et ne sont pas équipées pour produire avec de nouvelles matières, à savoir du caoutchouc, du bois, etc. Et la différence avec Mattel, c'est que Ruth va faire en sorte de sous-traiter sur l'ensemble du territoire américain afin de produire des jeux et des jouets totalement innovants. Pour la petite histoire d'ailleurs, le premier succès en termes de jouets de Mattel Création est un ukulélé qui s'appelle Uke-Doodle et dont vous pouvez voir l'affiche qui a été diffusée en 1948 juste ici avec effectivement le Mattel Création juste en dessous. Donc c'est un ukulélé pour enfants qui va ouvrir la panoplie de jouets musicaux que Mattel va lancer par la suite. Et c'est ainsi que dans les années 50, Mattel va enchaîner succès sur succès, notamment dû au fait qu'Elliott est en mesure d'intégrer des matériaux divers, ce qui permet de varier les décors et les astuces et qui donc permet aux jouets de se vendre comme des petits pains. Les années passent et au milieu des années 50, Mattel passe la barre du 15 millions de chiffre d'affaires annuel, ce qui en fait le deuxième meilleur fabricant de jouets du pays. Ruth, de son côté, est toujours au fait des différentes stratégies marketing et de différentes façons de vendre leurs jouets, tout en réfléchissant à de nouvelles choses à créer. Et c'est ainsi qu'une nouvelle idée lui vient, l'idée de créer une poupée, mais qui cette fois serait une représentation d'une femme adulte, alors qu'à ce moment-là, sur le marché, toutes les poupées sont des représentations de nourrissons. Et cette idée ne lui vient pas de nulle part, elle lui vient directement de sa fille Barbara et de ses copines, puisqu'elle s'est rendue compte qu'aux alentours des 10 ans de sa fille, que celle-ci jouait avec des poupées en papier et qu'elles aimaient bien leur confier des rôles d'adultes, qu'elle leur mettait des robes d'une certaine couleur, retirait le bout de papier et ensuite collait une jupe d'une couleur différente, etc. Et là, Ruth a eu tout simplement une illumination. As I watched how Barbara played with her friends with these adult dolls, my mind started digesting what a fantastic product this would be if it were three-dimensionalized. Elle se rend compte de la lacune sur le marché où on ne trouve que des nourrissons. Elle décide donc de soumettre cette superbe idée à Elliott et aux différents dirigeants de l'entreprise qui lui disent « Laisse tomber Ruth, ça ne marchera pas, c'est invendable ton truc. En plus, tu visualises une poupée avec des formes et de la poitrine. Quel scandale! De longues jambes, une taille fine, mais ça va pas la tête, ce n'est pas possible. » On est quand même dans une période où l'Amérique est très prude et tout ce qui est suggestif n'est absolument pas bienvenu. Donc ils lui disent laisse tomber, tu vas nous faire perdre l'argent, ton idée est nulle, tant pis. Donc Ruth se dit c'est dommage, j'aime beaucoup cette idée, mais bon bref, passons à autre chose et continuons à développer l'entreprise. Et puis finalement, en 1956, elle part en vacances avec sa famille en Europe, visite l'Allemagne, l'Autriche et notamment la Suisse. À Lucerne, elle se balade avec Barbara, qui a maintenant 15 ans, ainsi que Kenneth. Et il passe devant une boutique où se trouve, juste devant ses yeux, une poupée d'environ 30 cm, qui est une représentation d'une femme adulte qui est assise sur une balançoire avec des cordes, qui porte des vêtements de ski dits très européens et qui est accompagnée de 6 à 7 autres poupées qui, elles, portent des tenues différentes chacune. Cette poupée qui a les formes exactes qu'elle avait en tête, une poitrine, une taille fine, de longues jambes, du maquillage, du rouge à lèvres, bref, elle est émerveillée et sa fille aussi, elle trouve ces poupées magnifiques. Cette poupée, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle s'appelle Bild Lilly et que c'est une création allemande qui, à la base, est destinée aux hommes d'âge mûr. Et ça, à ce moment-là, Ruth n'en a pas forcément conscience. En fait, Bild Lilly, c'est une héroïne de BD qui a été distribuée, il me semble, pendant la guerre. Ruth et Barbara, à ce moment-là, ne le savent pas. Elles entrent dans la boutique, elles sont émerveillées par ce jouet. Et Barbara a tout simplement du mal à choisir tellement toutes les poupées sont belles, tellement toutes les tenues sont variées et toutes les tenues lui plaisent. Donc ce que décide de faire Ruth, c'est qu'elle demande à la vendeuse directement s'il est possible d'acheter telle combinaison de ski, telle chaussure, tel chapeau, tel sac, etc., etc. Et la vendeuse lui dit quoi? Non madame, ce n'est pas possible. Si vous voulez les autres accessoires, vous devez acheter toutes les poupées. Et la Ruth, qui est une femme très intelligente, va voir la brèche. Elle va donc décider d'acheter 3 poupées Bild Lilly. Elle en donne une à sa fille et elle en ramène 2 chez Mattel où elle va la présenter. Et l'idée de Ruth, c'est de vendre cette poupée pas chère, puisqu'au début elle sera vendue 3 $, mais aussi et surtout de vendre des accessoires séparément, que ce soit des vêtements, des voitures, des sacs, des chaussures. Elle décide de miser sur cette stratégie-là. Forcément, sur le trajet de retour d'Europe aux États-Unis, elle a bien matrixé le cerveau d'Elliott, elle a bien travaillé sur le mental d'Elliott, elle avait convaincu que lancer cette poupée est une excellente idée. And by the time we had bought that doll, I had already convinced him too. Okay. He now saw
It's the light. We gave up and we lost our resistance to everything. Donc à son retour chez Mattel, lorsqu'elle arrive avec ses 2 poupées, elle travaille également avec un designer qui s'appelle Jack Ryan. Et pour la petite info, il a même designé les petites voitures Hot Wheels. Donc c'est ainsi que va naître la première Barbie, donc dont le nom Barbie est inspiré de Barbara, la fille de Ruth. It just never could have been anything except Barbie. Why not? Because, well, the inspiration for the doll came from observing my own daughter Barbara play. Donc ils travaillent tous les deux sur cette poupée Barbie et en parallèle, Mattel décide de mener quelques enquêtes, quelques études pour avoir une idée de la façon dont les gens vont réceptionner cette poupée, puisqu'encore une fois, on est dans une période où ce que fait Elvis là, ça va pas du tout, c'est scandaleux. Donc imaginez la petite poupée Barbie, elle est pas forcément bienvenue et le fait de réaliser ces petites enquêtes et ces petites études, ça leur permet d'obtenir des informations très précieuses. Elle travaille également avec Ernest Dichter, qui est un psychologue, mais aussi et surtout un expert en marketing, qui est un peu considéré comme étant le père des recherches sur la motivation. Et son job de consultant consiste à trouver différentes techniques, différentes stratégies pour faire en sorte que les gens achètent cette Barbie. En gros, c'est lui qui a trouvé les meilleures idées pour qu'on puisse nous vendre des trucs qu'on ne voulait pas à la base. Ce Dichter, il est payé 12 000 $, ce qui représente une énorme somme à l'époque, pour mener une enquête auprès de 23 pères, 45 mères et 357 enfants. Et ce qu'il va découvrir grâce à cette enquête, c'est ce que Mattel bien évidemment redoutait, les mamans trouvent la Barbie beaucoup trop sexy. Et sa stratégie à lui, c'est tout simplement de marketer Barbie en faisant en sorte de vendre une poupée qui va aider les petites filles à apprendre à s'apprêter, à apprendre à s'habiller pour qu'elles puissent trouver un mari. Voilà. Bien évidemment, à l'époque, ça va être validé. C'est une excellente idée pour l'époque. La deuxième question, c'est comment est-ce qu'on fait pour que les enfants aient envie d'acheter cette Barbie et qu'ils disent à leurs parents « Je veux cette poupée, achète-la moi, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît ». Eh bien, l'idée de Mattel, c'est tout simplement d'aller viser le leader du contenu pour enfants à cette époque-là, qui est le Mickey Mouse Club. Le Mickey Mouse Club, c'est une émission pionnière pour les enfants qui est diffusée à la télévision, qui pour l'époque est une nouvelle technologie. Et donc Mattel, notamment Ruth et Elliot, vont contacter Walt et lui demander eh bien tiens, au fait, ça coûte combien pour qu'on puisse sponsoriser ton émission et que chaque enfant qui regarde le Mickey Mouse Club voit la poupée Barbie et ait envie évidemment de l'acheter. Et Walt Disney va tout simplement leur répondre pour sponsoriser le Mickey Mouse Club, c'est 500 000 $. Et il va falloir payer pour toute la saison et vous faites un paiement en amont. 500 000 $ à ce moment-là, c'est la valeur estimée de la société Mattel. It'll cost $500,000 to sponsor. What? $500,000 in those days. That was a lot of money. How much money did you have? We had a net worth of $500,000. Qu'est-ce que se disent Ruth et Elliot? On laisse tomber. Pas du tout. Ils vont dire d'accord. Tremendous risk. Elliot and I looked at each other and we said, "You've got it. We'll do it." Et c'est ainsi que va être diffusé en 1958 le premier spot publicitaire TV de Barbie, qui, je le rappelle, à ce moment-là, en fait, la télé est une nouvelle technologie, donc ils décident de miser sur un format et un outil qui n'a pas encore fait ses preuves. C'est de l'audace. Et figurez-vous que cette stratégie, ce pari qu'ont fait Ruth et Elliot avec cette Barbie et avec cette publicité sur le Mickey Mouse Club va porter ses fruits. Barbie est d'ailleurs présentée au Salon du Jouet de New York en 1959 et elle porte le fameux maillot de bain rayé noir et blanc dont est vêtue Margot Robbie au début du film Barbie. Et bien qu'à ce moment-là, la presse et les professionnels sont intéressés par tout ce qui est nouveauté, et bien sur le stand Mattel, ils ne regardent que les objets de jouets musicaux. La Barbie, c'est niette, c'est comme si elle n'existait pas. C'est une très mauvaise idée de présenter Barbie, qui est une poupée représentation du corps d'une femme, avec en plus des formes. Ce dont il se rend compte, c'est que certes, Barbie est mal réceptionnée par la presse et les professionnels masculins, mais qu'auprès des femmes, eh bien Barbie a un véritable succès et on l'adore. Elles adorent cette idée que Barbie est une femme indépendante, que Barbie n'a pas de mari. Elle n'est pas là pour être une femme au foyer et pour être une mère, puisque de toute façon, dans la maison de Barbie à ce moment-là, il n'y a pas de cuisine. Barbie, son quotidien, c'est de se balader dans sa petite voiture, c'est de voir ses amis et c'est d'avoir des carrières diverses et variées. La première année, Mattel va vendre 351 000 Barbie au prix de 3 $. Encore une fois, la stratégie marketing, c'est de vendre un produit pas cher, mais de vous proposer par la suite séparément tous les accessoires. Et forcément, ça fonctionne bien puisque le concept de Barbie, c'est que sa tenue représente une activité. Et donc, eh bien, on peut en changer très régulièrement et on peut acheter plein de vêtements puisque Barbie va porter une certaine tenue pour aller dans l'espace et elle va aussi porter une autre tenue pour aller se balader avec ses copines. Elle va également changer et mettre un maillot de bain lorsqu'elle va se balader à Malibu avec ses amis. Donc ça fonctionne très bien et Mattel décide de diversifier Barbie. Donc on a Barbie médecin, on a Barbie astronaute, Barbie vétérinaire, bref, on a un peu de tout. Et ce qui est intéressant,
intéressant avec la stratégie de Mattel et avec ce que Ruth va mettre en place, c'est que la stratégie marketing va suivre les différents événements, puisque Barbie astronaute sort peu de temps après que John Glenn soit allé dans l'espace. Ils vont lancer des Barbie noires peu de temps après que Martin Luther King devienne une figure publique. Ils vont également lancer une Barbie avec une coupe courte et brune lorsque Jackie Kennedy sera la première dame. Et en gros, elle est là l'action intelligente de Ruth, c'est qu'ils évoluent sans cesse et qu'ils ont de nouvelles idées qu'ils n'hésitent pas à exploiter. Et pour la petite info d'ailleurs, Ruth n'avait absolument pas prévu d'introduire un personnage masculin. C'est en fait les petites filles qui écrivaient à Mattel et qui avaient envie de créer une espèce de romance pour Barbie et de développer ce côté-là de sa vie. Donc ils ont décidé de créer Ken, qui est inspiré du prénom de son fils, Kenneth, pour être le petit ami de Barbie. Ken et Barbie, qui dans la vraie vie sont frères et sœurs, en jouet, sont dans une relation amoureuse. Et alors du point de vue des enfants de Ruth, eh bien pour Barbara, c'est un peu chiant d'être inspirée d'une poupée, puisque les gens qui la croisent lui demandent des autographes et que pour elle, ça n'a rien à voir avec elle, donc ça lui fait un peu peur et elle ne comprend pas ce qui se passe. I didn't know they were naming a doll after me until suddenly the doll was out and named, and everybody was coming up to me about it. She was very confused. She had very mixed emotions, to put it mildly. I really didn't like it at the beginning because I couldn't adjust to it. People are running up to me and asking for autographs, and I couldn't understand why. But you, at one time, made me quit calling you Barbie. Pour Kenneth, de son côté, il est tout simplement harcelé par ses camarades de classe qui se moquent de lui parce que la poupée Ken a une petite bosse et n'a pas d'organes génitaux. D'ailleurs, petite bosse pour laquelle Ruth s'est vaillamment battue, elle voulait que Ken ait un signe distinctif de masculinité, donc ils ont opté pour cette petite bosse. Et donc ils se faisaient charrier pour ça. En 1961, donc c'est le moment où ils introduisent la poupée Ken pour accompagner Barbie, c'est également le moment où le fabricant allemand, Louis Marx & Company, vous savez le mec qui a dessiné Build Lily, va se rendre compte de l'existence de Barbie et va se dire ça me rappelle quelque chose. Voilà, les deux poupées là, je trouve qu'il y a une ressemblance qui me dérange, voilà, ça me titille. Donc il va intenter un procès contre Mattel, et cette affaire va être réglée 4 ans plus tard lorsque Mattel va débourser un peu plus de 21 000 $ pour obtenir la licence et donc avoir le droit d'exploiter cette poupée. Et de son côté, Louis Marx & Company va signer un contrat qui stipule qu'il n'a absolument plus le droit de produire des poupées qui ressemblent physiquement à ça. Donc sur les années qui vont suivre, Ruth va faire en sorte de développer considérablement Mattel et va avoir sans arrêt des idées innovantes. Donc les années vont passer, les succès vont arriver, des poupées qui parlent, des poupées qui marchent, c'est nouveau, ça plaît et c'est génial. Pour autant, tout ne va pas se passer comme sur un petit nuage pendant très longtemps, puisque les choses vont se gâter. En effet, au début des années 70, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est la dégringolade pour Mattel, ils lancent des Barbie qui ne fonctionnent pas, ils ont de mauvaises idées, les ventes se font beaucoup moins présentes qu'avant, il y a un espèce d'essoufflement de Barbie. L'une des problématiques qui est soulevée à ce moment-là, c'est l'impact de Barbie sur la société et sur la façon dont les petites filles vont se voir, puisque certes voir le corps de Barbie n'est pas possible. Les standards que pose Barbie sont vus comme problématiques. You look at her feet, you look at her breasts, you look at her face, her legs. I mean, she's not at all like a real human. She's like a monster. Et la réponse de Ruth à ce moment-là, ça va être que les filles, les ados, les femmes ont des problèmes avec leur physique de manière générale et que ce n'est pas Barbie qui est venue imposer des standards particuliers ou qui est venue appuyer sur ce point. Il y a divergence d'opinion, on va dire, sur ce sujet. Ruth va devoir démissionner de son job de présidente en 1975, donc job qu'elle aura tenu pendant 30 ans et qui aura permis à Mattel de s'imposer comme une entreprise innovante dans le milieu pour des problèmes financiers, puisqu'elle va être accusée de détournement de fonds. Tout simplement. Non seulement elle est contrainte de démissionner, mais en plus elle va être poursuivie en justice pour fraude et pour faux rapports par la Securities and Exchange Commission. Ce qui est ressorti de cette enquête et qu'on peut lire notamment dans le livre Barbie and Ruth, c'est qu'elle a autorisé la falsification des comptes de la société, mais qu'elle ne l'a jamais assumé. Et son discours à elle, c'est qu'elle est tout simplement innocente et que ce sont d'autres acteurs de son entreprise qui ont fait ces actions, qui ont falsifié, qui ont détourné de l'argent et que elle, sa seule culpabilité est de ne pas avoir viré
ces personnes immédiatement lorsqu'elle l'a su. Donc elle clame son innocence pendant tout ce procès et c'est quelque chose qui va énormément énerver le juge qui, lui, ne voit pas la créatrice de Barbie, ne voit pas une femme d'affaires, mais voit tout simplement une criminelle. Donc il va décider d'être sévère. Elle va être condamnée à une amende, donc 57 000 $, et elle va devoir faire 2500 heures d'intérêt général. Faut savoir qu'à l'époque, c'est la plus longue peine de travail d'intérêt général qui n'a jamais été prononcée. Donc Ruth, elle est un peu dégoûtée, elle se dit c'est pas de ma faute, d'autant que je suis malade, donc ça a créé un peu de flou dans ma vie, j'ai pas été hyper concentrée, c'est de la faute de ma maladie, j'étais pas moi-même. Elle a été diagnostiquée d'un cancer du sein en 1970 et a dû subir une mastectomie. Donc à ce moment-là, elle, forcément, en termes d'énergie, de santé, elle est pas au top. Elle cherche une prothèse pour combler le manque qu'elle a maintenant et elle se rend compte que toutes les prothèses sur le marché ont été construites, ont été faites par des hommes qui n'ont pas apporté ce genre de prothèse. Elle se rend compte que ce n'est absolument pas pratique. Donc qu'est-ce qu'elle décide de faire? Puisqu'elle est une entrepreneure dans l'âme et qu'elle a un œil business, elle décide de créer une société avec un partenaire commercial qui s'appelle la Ruton Corp et qui va se charger de créer des prothèses mammaires beaucoup plus réalistes et c'est ainsi que naît Neurlimi, presque moi. C'est une société qu'elle va diriger avec une équipe entièrement constituée de femmes qui pour la plupart sont des survivantes du cancer du sein. Et donc leur stratégie, c'est ce qu'elle appelait un peu le striptease, dans le sens où pour vendre cette prothèse, eh bien elle déboutonnait tout simplement sa chemise et elle demandait aux gens de deviner lequel de ses seins était le vrai et lequel était une prothèse. Faut savoir que c'est une stratégie qui a très bien fonctionné. Cette invention a même été utilisée par la première dame Betty Ford lorsqu'elle a dû subir une mastectomie. En 1989, elle perd son autre sein, encore une fois à cause du cancer, et décide que c'est le moment de ralentir, que c'est le moment de lever le pied et qu'elle est fatiguée, qu'elle a besoin de prendre soin d'elle. Et donc elle décide de vendre les parts de sa société au début de l'année 90. Et puisqu'on est notamment en octobre, c'est l'occasion pour moi, mesdames, de vous rappeler d'aller consulter une gynécologue pour faire un palpé mammaire, ou en tout cas de vous le faire vous-même grâce aux différents tutoriels qu'on peut trouver sur internet pour vous assurer que tout va bien. Si vous voyez quelque chose d'inhabituel, si vous sentez qu'il y a une différence, quelque chose qui vous inquiète ou autre, ne tardez pas, ne perdez pas votre temps et prenez immédiatement rendez-vous. Ruth Handler est décédée en 2002 à l'âge de 85 ans suite à des complications d'une intervention chirurgicale pour son cancer du côlon et Elliot, lui, de son côté, est décédé quelques années plus tard à l'âge de 95 ans. C'était l'histoire riche et très surprenante de Ruth Handler, la créatrice de Barbie. Si vous avez vu le film, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires de cette vidéo et si vous avez apprécié cette histoire et que vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu pour me le faire savoir. À bientôt!